Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, très bien. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer donc, de continuer notre cours. Alors, on va essayer de faire un exemple détaillé sur ce qu'on a fait l'autre fois, dernièrement. D'accord? À travers un exemple. Cet exemple, normalement, je vous ai donné l'exemple. Je ne sais pas si vous avez essayé de le traiter ou pas. Bon, là, on vous donne donc soit une matrice de données. Les dimensions ici 3, 2, ça veut dire qu'on a 3 individus et 2 caractéristiques à observer sur ces 3 individus. D'accord? Autrement dit, on a 2 variables. Donc, en général, une matrice de données, comment elle se lit? Elle se lit comme suit. Vous voyez le tableau, d'accord? Sur les colonnes, donc, on a les variables et sur les lignes, on a les individus. Donc, c'est un tableau, ou bien matrice, individu, variable. D'accord? Ça, c'est initialement. Cette matrice-là qu'on va transformer après en matrice variable-variable, parce que pour étudier, bien sûr, les relations donc, entre les variables afin de construire les composantes principales. Mais tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de préparer justement ces données-là et de préparer donc, le terrain. D'accord? Donc, on est en train de passer par des étapes préliminaires, des pré-traitements. Alors, donc, comme je vous ai déjà expliqué, en général, on ne traite pas la matrice des données brutes données initialement. On doit passer par une étape de centralisation. Donc, on doit centrer les données, et on doit réduire, c'est-à-dire normaliser les données. D'accord? Alors, pour le centrage des données, il suffit juste de calculer le centre de gravité de chaque variable. Là, vous remarquez bien que j'ai mis ça en jaune pour vous montrer qu'on est en train de manipuler les variables. D'accord? Les vecteurs colonnes. Donc, toutes les opérations, vous allez voir, toutes les opérations de transformation vont être appliquées sur les variables. Donc, c'est pour ça, parce que chaque individu, quand vous le prenez, c'est un point dans l'espace. Chaque individu, c'est un point dans l'espace des variables. D'accord? Donc, chaque individu est un point dans l'espace des variables. Donc, et comme le but, c'est de réduire le nombre de variables, donc le nombre des axes, donc c'est pour ça qu'on travaille sur les variables. Très bien. Donc, première étape à faire, c'est de centrer les données. Vous remarquez bien que donc, le centre de gravité, c'est clair. Ça y est, vous êtes maintenant familiarisé. C'est la moyenne de chaque variable. La moyenne de chaque variable, c'est la somme divisée par le nombre d'individus qui représente bien sûr le poids. Autrement dit, c'est la moyenne arithmétique, donc la somme multipliée par le poids. Donc ici, c'est 4 plus 6 plus 8 divisé par 3. Et là, c'est 5 plus 7 plus 0 divisé par 3, n'est-ce pas? Alors, donc, on passe de la matrice initiale des données brutes vers la matrice des données centrées pour changer donc le point d'origine. Donc, le point origine devient le centre de gravité. Là, vous voyez donc une petite transformation sur les valeurs des variables, ce qui revient à dire que les transformations sur les caractéristiques des individus. Donc, ici, donc pour calculer la matrice Y, vous voyez bien, donc chaque variable, je lui retranche sa moyenne. Donc, il faut voir, c'est-à-dire il faut essayer de voir les choses ainsi. J'ai donc la matrice des données initiales, je travaille sur les variables, donc sur les vecteurs colonnes. Je cherche le centre de gravité, c'est la moyenne des variables. La matrice centrée des données, c'est la matrice obtenue, donc vous remarquez bien, en translatant chaque variable, en translatant chaque variable par le centre de gravité, ce qui revient à retrancher. Pour chaque variable, je retranche sa moyenne. Donc, x1, je lui retranche 6, qui représente la moyenne de la première variable. La variable 2, je lui retranche sa moyenne, qui est 4. Donc, 5 moins 4, 7 moins 4, 0 moins 4. Donc, chaque variable, je lui retranche sa moyenne. C'est facile à retenir. Ça va me donner une matrice des données centrées. Cette matrice
en général, elle est notée Y. D'accord? Très bien. Donc là, partons après à la deuxième étape qui consiste à faire quoi? À réduire les données. Qu'est-ce que ça veut dire réduire les données? Ça veut dire les normaliser, rendre les valeurs donc plus petites entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça, pour ce faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour chaque variable, regardez, pour chaque variable centrée Y1, Y2, on va calculer son écart type. Vous remarquez bien, donc, comme je vous ai déjà expliqué, l'écart, qu'est-ce qu'il représente? Il représentera la racine de la variance, et la variance, qu'est-ce qu'elle représente en général? C'est la norme, c'est un nombre au carré pondéré. Autrement dit, donc, l'écart représente la norme. D'accord? Parce qu'en général, la norme, c'est quoi? C'est la racine. Racine, la somme des carrés. Donc, le carré, ça va être la somme des carrés. Donc, la somme des carrés pondérés, ça va être la variance. Et sa racine, ça va être l'écart type. Donc, c'est facile aussi à retenir. Donc, l'écart type n'est que le module de la variable centrée. D'accord? Essayez toujours d'interpréter ce que vous êtes en train de calculer relativement aux données. Ça va être plus facile à retenir et à appliquer. Donc, l'écart type, il représente le module de chaque variable centrée, de chaque vecteur Y centré. Bien sûr, quand on parle de module et tout, ici, c'est toujours pondéré, c'est multiplié par le poids, qui est le même pour tout le monde, donc c'est un tiers. Donc, une fois qu'on a obtenu la matrice des données centrées, on prend chaque variable centrée, on calcule son écart, on divise, qu'est-ce qu'on fait après? Chaque variable centrée, on la divise par son écart. Donc, Y1 divisé par sigma 1, Y2 divisé par sigma 2. On obtient en général la matrice Z, elle est notée Z, elle est appelée matrice centrée réduite des données. En général, donc, le travail va se faire sur cette matrice, d'accord? Donc, il y a toujours individu, donc il a les variables. Donc, vous remarquez bien comment calculer Z1, c'est Y divisé par la variable divisée par son écart. Z2, donc c'est Y2 divisé par son écart. C'est facile à retenir. J'obtiens donc cette matrice, cette nouvelle matrice, d'accord? Elle est appelée matrice centrée réduite des données. Donc maintenant, la matrice, elle est prête à être analysée. C'est sur cette matrice-là qu'on va travailler. À partir de là, qu'on va construire la matrice des corrélations, chercher les valeurs propres, chercher les vecteurs propres et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, toujours de X vers Y vers Z. D'accord? Première étape. Toujours, donc, on passe de la matrice de données brute, donnée initialement, vers la matrice de données centrée, vers la matrice de données centrée réduite qui est notée Z. Elle est là. D'accord? Une fois on a calculé Z, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant la matrice. Bon, j'ai rajouté la matrice V exprès parce que c'est un exemple qui va rassembler tout ce qu'on a vu dernièrement. Donc, même le calcul de la matrice des variances-covariances, là, je l'ai présenté exprès. Donc, bien sûr, on va travailler sur la matrice des corrélations. Mais c'est juste pour appliquer ce qu'on a déjà vu. D'accord? Donc, en général, ces deux matrices, elles sont importantes. Dans tous les cas. Pourquoi? Parce que dans l'ACP classique simple, elle s'applique sur la matrice V. Par contre, l'ACP en général dernièrement appliquée, c'est toujours sur la matrice R. Donc, c'est pour ça là, j'ai donné le calcul de la matrice des variances-covariances. La matrice des variances-covariances, donc, elle traite la matrice des données centrées. C'est un tiers TY, parce que vous avez remarqué dans l'exemple qu'on a fait l'autre fois que TY représente les covariances. D'accord? Donc, elle se calcule par ce produit matriciel. Le poids transposé de Y fois Y va me donner une matrice des covariances, variance des covariances, qui représente en général les relations entre les variables. Mais comme on travaille sur la matrice centrée réduite, donc on travaille sur la matrice R qui est égale 1 sur 1 tiers TZZ. Alors, si vous remarquez bien, le calcul de la matrice de variance-covariance se calcule de la même manière que la matrice des corrélations. Parce que, en fait, regardez ici, quand vous voyez cette formule, ce n'est que donc la matrice des variances-covariance appliquée sur les données centrées réduites. C'est tout. D'accord? Donc, la matrice des corrélations n'est que la matrice des variances-covariance appliquée sur les données centrées réduites. Et la matrice des variances-covariance, V, qui est en général V, elle s'applique sur ces matrices des variances-covariance sur les données centrées seulement, sans réduire. Donc, la différence, c'est la normalisation, la réduction. D'accord? Alors, R, la matrice des corrélations,
c'est la matrice en général d'information des variables, c'est-à-dire elle représente ou bien elle résume la structure, les relations qui relient les variables entre elles. Elle est donnée par un tiers, le poids, TZZ. Donc, en faisant le calcul matriciel, il ne faut pas oublier que le calcul matriciel se fait ligne, colonne, d'accord, juste un petit rappel. Donc, en faisant le produit, en calculant le produit, on obtient cette matrice. Alors, comme elle interprète les relations entre les variables, en général, on la présente comme ça, pour simplifier la tâche et pour savoir lire les informations. Vous allez voir après, quand je vais vous envoyer la série d'exercices, on va voir de près comment lire les matrices de corrélation. Donc, je vais vous envoyer, Inch'Allah, plutôt une série de KTD. Donc, c'est juste un exemple. D'accord? Donc, en général, comment elle se présente, la matrice de corrélation? C'est sous forme un tableau. Sur les lignes, les variables, et sur les lignes, les variables, même sur les colonnes, les variables. Pourquoi? Parce que hier, comme elle résume la structure, la relation entre les variables entre elles. Donc, quand je lis la variable 1, la constante 1, c'est la relation, bien sûr, entre variable 1 et variable 1. La constante 2, 1 sur racine 3 sur 26, c'est la relation entre la variable 1 et la variable 2. Donc, bien sûr, comme la relation entre variable 1 et variable 2 égale la relation entre 2 et 1, ça veut dire que la matrice, elle doit être symétrique. De toute façon, même la matrice des variances-covariances, elle est symétrique. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Toujours sur la diagonale, on a des 1. Donc, Madame, excusez-moi. Oui, pardon. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par un 13e? Un 3e, pardon. C'était le poids. Comment il a été obtenu? Comment il a été obtenu? Parce que n'oubliez pas que qu'est-ce que la relation? Regardez, le poids TZZ pour avoir R. C'est T un tiers le poids, T Y. Mais quand on va expliciter ce produit matriciel, un tiers, la somme YJ, la somme, ça veut dire quoi? C'est la covariance. Et en général, la covariance, il y a toujours la relation qu'on a vue, elle fait intervenir le poids. Qui va la variance, la covariance, toujours être avec le poids. Donc, c'est pour ça, vers la fin, nous avec le 1 tiers en facteur, le poids en facteur Y. La matrice V, c'est-à-dire que la matrice V, quand on veut la remplir, on dit une matrice, un tableau. Un tableau fait première composante, deuxième composante, troisième composante, quatrième composante. Oui. J'ai oublié la formule. Bon, la formule 1 tiers de côté, je l'ai oublié. Je veux chercher la matrice de variance-covariance. Donc, j'ai un tableau, quatre composantes, coefficients à déterminer. Alors, quand vous allez chercher le premier coefficient A11 ou bien A12, avec A12, avec le premier coefficient V1, V12, il se calcule, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la covariance entre 1, la variable 1, la variable 2. Qui تحسب avec la covariance par définition de la covariance? Et on a un produit scalaire pondéré. C'est un tiers la somme des produits des composantes. Donc, pour chaque case, qu'il y a avec le 1 tiers. Donc, finalement, vers la fin, on va en facteur. D'accord. On m'a dit que le produit scalaire, composante par composante, il s'interprète par TY. Donc, vers la fin, donc finalement, la formule finale, c'est 1 tiers TY. Le poids TY. D'accord. D'accord, c'est clair? D'accord, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, merci. Donc, le remplissage, si vous voulez, en général, on la représente comme ça. On n'est pas obligé de la remplir entièrement. On remplit la moitié de la matrice à partir de la diagonale. Et bien sûr, les éléments qui sont au-dessous ne sont que les éléments qui sont au-dessus. Parce qu'il s'agit d'une matrice symétrique. La corrélation entre x2 et x1 égale corrélation entre x1 et x2. D'accord? Et là, vous remarquez donc c'est la matrice des relations entre les variables. Ce que revient à dire, c'est la matrice d'information des variables. Elle me donne donc l'intensité. Est-ce que les variables sont corrélées? Est-ce qu'elles sont décolorées? Est-ce qu'elles sont fortement corrélées? Est-ce qu'elles sont faiblement corrélées entre elles? C'est comme ça qu'on doit lire la matrice de corrélation.
Alors, à partir, donc, vous remarquez bien les étapes qu'on est en train de faire. Première étape, donc, c'était pré-traitement, centrage et normalisation. Deuxième étape, donc, le calcul de la matrice des corrélations. Troisième étape, la détermination des axes principaux. Alors, détermination des axes principaux, des axes factoriels, Roma, donc, qui vont représenter les nouveaux axes. Donc, c'est pour ça on doit les déterminer. D'accord? Alors, comment on détermine un axe principal ou bien un axe factoriel? Pour le déterminer, on doit passer par deux étapes. La première étape, on cherche les valeurs propres. Deuxième étape, on cherche les vecteurs propres normés. Si les vecteurs propres obtenus sont normés, c'est-à-dire de norme égale à 1. Si les vecteurs propres obtenus sont normés de norme égale à 1, on les garde tels qu'ils sont. S'ils ne sont pas normés, on doit les rendre de norme égale à 1. Avec le vecteur obtenu de norme égale à 1 qui va représenter le vecteur directeur de l'axe principal. Et chaque axe, il est en général généré par un vecteur unitaire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de chercher ces vecteurs unitaires qui génèrent les nouveaux axes principaux. D'accord? Parce qu'après, vous allez voir la suite à le cours. Chaque axe principal, qui va me conduire vers une nouvelle variable qu'on appelle composante principale. Maintenant, je vous comment on la calcule dans les cours. Très bien. Donc, pour récupérer les valeurs propres, bien sûr, le travail qu'on a fait tout à l'heure n'était pas pour rien. La détermination des valeurs propres va se faire sur la matrice R, la matrice des corrélations. Donc, en général, les valeurs propres ne sont que les racines du polynôme caractéristique qui est défini par quoi? Déterminant de R moins lambda identité. Si vous vous rappelez bien, analyse numérique, je finis les valeurs propres, je finis plutôt les valeurs propres, les méthodes numériques de résolution des systèmes linéaires en deuxième année. Donc, un petit rappel rapidement, bac. Les valeurs propres sont en général toujours les racines du polynôme caractéristique qui se calculent à partir de la matrice dont je veux chercher ces valeurs propres. Donc, là, on veut chercher les valeurs propres de R. On doit construire le polynôme caractéristique qui est appelé donc polynôme caractéristique, noté PR lambda égale déterminant de R moins lambda l'identité. Comme il y a ce lambda qui est une variable, donc en général, on obtient, en développant ce polynôme, ce déterminant, on obtient un polynôme. C'est-à-dire on obtient une constante parce qu'il y a un paramètre lambda. Les racines de ce polynôme représentent les valeurs propres. D'accord? Donc, on est obligé de passer par cette étape. Très bien. Donc, on a la matrice R. La matrice identité, c'est 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. On la multiplie par lambda, donc les éléments diagonaux seulement qui vont changer. On va obtenir une matrice diagonale. Des lambda sur la diagonale, 0 ailleurs. Donc, finalement, la soustraction entre les deux matrices, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner une matrice dont les éléments diagonaux seulement qui changent. Donc, c'est R, les coefficients à R sur la diagonale, moins lambda. Ailleurs, on n'aura pas de changement parce que lambda identité, elle contient des zéros en dehors de la diagonale. D'accord? Donc, la matrice R moins lambda l'identité. Et en général, ça va être moins lambda, moins 0, ça, moins 0, 1 moins lambda. Donc, seulement les éléments diagonaux qui changent. C'est facile à calculer. Donc, très bien. On développe le déterminant. N'oubliez pas le déterminant, donc, il faut faire attention. En général, les étudiants, bon, c'est toujours à partir de la gauche, s'il vous plaît. Donc, c'est 1 moins lambda fois 1 moins lambda moins la constante fois cette constante. N'oubliez pas le sens. De la gauche, on m'a dit, il y a le signe moins. Les étudiants, en général, ils retrouvent le calcul déterminant. Bien sûr, si vous vous trompez dans le calcul déterminant, vous allez avoir d'autres valeurs propres, d'autres axes. Donc, les calculs sont erronés. Donc, il faut faire attention. Pour calculer le polynôme caractéristique, donc c'est 1 moins lambda, maintenant de la gauche, 1 moins lambda fois 1 moins lambda, d'accord, moins cette constante-là multipliée par la constante. Donc 1 moins lambda au carré, moins 5 sur 2 racines de 13, racine 13 tout au carré. Donc, okay. D'accord? Très bien. À partir de là, n'oubliez pas qu'on cherche les racines. En général, puisqu'on cherche les racines, pour simplifier, parce qu'on a un polynôme, soi-disant, donc, supposons que ces racines sont 2 et 1.
on peut toujours l'écrire, c'est x moins 1 fois x moins 2. Et les racines sont 2 et 1. Donc, le polynôme obtenu s'écrit sous forme de produit de facteurs parce que c'est facile à déterminer ses racines. Maintenant, si on arrive à l'écrire sous forme de produit de facteurs, on va le faire. Sinon, si on n'arrive pas, on développe, on cherche ses racines. Là, par exemple, vous remarquez bien que c'est la différence de carré. Donc, je ne m'engage pas rapidement dans les calculs. Si j'arrive à l'écrire sous forme de produit de facteurs, c'est plus intéressant parce que je cherche ses racines. Ce qui m'intéresse dans ce polynôme, c'est les racines, les valeurs propres. Donc, si je n'arrive pas à l'écrire sous forme, rapidement, en essayant de remarquer, si on n'arrive pas, on développe, on essaie de résoudre le polynôme obtenu, pas de problème. Donc, c'est la différence de carré. Comme c'est la différence de carré, donc ce n'est que A moins B fois A plus B. Hada moins Hada fois Hada plus Hada. Donc, je peux l'écrire, c'est donc les racines de ce polynôme. Ce polynôme, je peux l'écrire sous forme de 1 moins lambda moins 5 sur 2 racines de 13 fois 1 moins lambda plus 5 sur 2 plus 2 racines de 13 sur 13. 2 racines de 13. Donc, pourquoi je l'ai mis sous cette forme-là? Donc, les racines, ou bien ce facteur est nul, ou bien ce facteur est nul. Donc, j'obtiens 2 racines qui sont finalement 1 moins 5 sur 2 racines de 13 et 1 plus 5 sur 2 racines de 13. Donc, on a 2 valeurs propres. Un petit rappel entre parenthèses, s'il vous plaît. En général, le nombre de valeurs propres d'une matrice coïncide toujours avec la dimension de la matrice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, comme la matrice de corrélation, qui a 3 variables. D'accord? Elle est dimension d'ordre 3. Donc, une chose est sûre, elles ont 3 variables, 3 valeurs propres. Là, quand dimension 2, qui est maintenant 2 variables, 2 fois 2, donc il faut avoir 2 valeurs propres. D'accord? Je venais de la remarque en deuxième année. Donc, toujours le nombre de valeurs propres coïncide avec l'ordre de la matrice. D'accord? Il y a un problème. Très bien. On a trouvé 2 valeurs propres. Alors, pour simplifier la tâche, d'après la démonstration en détail en cours, on va essayer de l'appliquer. On ne va pas refaire la démonstration, ça n'a aucun sens. Donc, on a donné tout en détail pour que vous puissiez voir de près d'où sortent les résultats. D'accord? Donc, on a fait le cours, chaque axe principal, le premier a été déterminé par le premier vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Donc, ce qu'il faut faire dans la pratique, il faut donc toujours ordonner, une fois que vous avez calculé valeur propre, tout dépend quand je comme l'ordre, une fois que vous avez calculé valeur propre, il faut les ordonner dans un ordre décroissant. Au chemin d'un décroissant, je prends lambda 1, toujours la plus grande, on va lambda 2, celle qui la suit en valeur, je prends la troisième valeur propre et ainsi de suite. D'accord? Donc, toujours un tri, on les trie dans un ordre décroissant. Pourquoi faire ça? Parce que le premier axe est toujours associé au vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Maintenant, quand on va déterminer les axes principaux, toujours le premier axe, il est associé à la plus grande valeur propre. La plus grande valeur propre, c'est lambda plus 5 sur 2 racines de 13. Donc, détermination des vecteurs propres normés. Donc, on va chercher le vecteur propre associé tout d'abord à la première valeur propre. Donc, elle dit 1 plus 5 sur 2 racines de 13, c'est à peu près 1,69. C'est clair? Donc, on va la détermination parce que il va me présenter le premier axe. Donc, là, on va appliquer ce qu'on a vu en cours. D'accord? C'est clair? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Donc, on essaie d'appliquer ce qu'on a vu en cours, qui va donc pratiquement, dans la pratique, comment se font les étapes à suivre, à calculer. Très bien. Donc, on dit la valeur propre ou la highlight, je récupère, donc je dois chercher son vecteur propre. On dit la valeur propre, je dois chercher son vecteur propre. Alors, un vecteur propre, pour le déterminer, c'est comme on a vu en cours, pour le déterminer, il faut se baser sur la condition que doit vérifier un vecteur propre. Donc, V est un vecteur propre de la valeur propre lambda, qui est valeur propre de la matrice R, et doit vérifier l'égalité.
Il doit vérifier cette égalité. R fois V égale lambda fois V. D'accord? Vous voyez la condition? Donc, V est un vecteur propre, d'accord, de lambda propre, qui est valeur propre de la matrice R. Donc, tout vecteur propre associé à une valeur propre de lambda de la matrice R doit vérifier cette condition. S'il ne vérifie pas cette condition-là, il ne s'agit pas d'un vecteur propre. D'accord? Donc, on entend comme un vecteur, on entend comme des valeurs. Donc, seulement ceux qui vérifient ces conditions-là qui vont représenter des vecteurs propres. Donc, pour le calculer, on va se baser sur cette équation, cette contrainte. On résout donc un système. Un système parce que R est une matrice, V est un vecteur. Matrice fois vecteur est un vecteur. Lambda est une valeur propre, donc c'est une valeur, une constante. V est un vecteur. Constante fois vecteur est un vecteur. Donc finalement, égalité entre deux vecteurs, ce qui revient à faire l'égalité composante par composante. Heilig. Donc R multiplié par V1, t'as la matrice. Heilig. T'as donc R fois V1, t'as normalement, t'as heilig. T'as X moins 0,69Y moins 0,69Y. Ou lambda 1 fois V1, 1,69X, 1,69Y. Égalité composante par composante, j'obtiens ce système d'équations. Système d'équations à deux inconnus et deux équations, c'est facile à résoudre. On résout donc ce système. Donc, c'est une étape qui est très importante parce que la résolution va vous conduire vers la détermination du vecteur propre, donc vers l'axe principal et donc vers la composante principale. Donc, l'étape cruciale, les étapes cruciales pour la construction des composantes principales. La recherche des valeurs propres, la recherche des vecteurs propres ou bien la recherche des axes principaux. D'accord? Très bien. Donc, je résous ce système. Donc, le système est équivalent à ça, finalement, 0,69x plus 0,69y égale à 0, ce qui veut dire y égale moins x. Vous remarquez bien, il y a une relation entre les composantes du vecteur propre. Qu'est-ce que je fais? Avec le y, je le remplace par sa valeur, son expression, moins x. Donc, finalement, V1, c'est le vecteur x moins x. Bien sûr, un vecteur, x moins x n'a pas de sens. D'accord? Parce qu'en général, on dit un vecteur propre, mais un vecteur propre en général engendre tout un sous-espace. Donc, x en facteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement V1 que j'ai pris quelconque, je suis en train de le chercher, et s'écrit comme x fois 1 moins 1. Alors, vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'un dit un vecteur 1 moins 1 multiplié par une constante x qui est quelconque dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 il est engendré finalement par le vecteur 1 moins 1. On va prendre comme vecteur générateur, comme vecteur propre. Parce que tout autre vecteur doit être une combinaison linéaire. D'accord? Donc, il est lié. Donc, je vais prendre la source. La source, ça veut dire que je prends le vecteur générateur. Donc, avec le vecteur propre, il engendre en général un espace qui est engendré par le vecteur 1 moins 1. Maintenant, si vous remplacez bien sûr x égale moins 1, comme moins 1, ce n'est pas faux. Si vous prenez x égale 2, c'est 2 moins 2, ce n'est pas faux. 1 tiers moins 1 tiers. Mais bien sûr, en général, 1 tiers fois moins 1 tiers, c'est 1 tiers, 1 moins 1. Donc, on prend le générateur, on a toujours le 1 moins 1. D'accord? Mais c'est toute cette famille-là qui va engendrer un sous-espace. On a le générateur, c'est lui qui représente le vecteur propre. Donc, on a le 1 moins 1. Donc, vous remarquez bien ce méthode V1, parce qu'on fait le cours U1, c'était le premier axe principal. Alors, ce méthode V1, parce que je vais aller maintenant de V1 vers le premier axe. Donc, il y a le premier axe principal et le vecteur unitaire. Prenez le vecteur propre unitaire. De norme égale 1. Qu'est-ce que vous remarquez pour V1? Sa norme égale à combien? En tant que vecteur. En tant que vecteur, sa norme égale racine de 1 plus 1, racine de 2. Sa norme, c'est racine de 2, elle est différente de 0. Parce que c'est un vecteur, ce n'est pas un individu. Donc, je vous en tant que vecteur, sa norme, c'est racine de 1 plus 1, c'est racine de 2. Elle est différente de 1, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un vecteur unitaire. On a les axes principaux, c'est clair, comme le plan, E1 et E2,
كامل sont de norme égale 1. Donc, pour le rendre de norme égale à 1, je dois diviser ses composantes par sa norme. Autrement dit, 1 sur la norme de V1 moins 1 sur la norme de V1. Donc, j'obtiens un vecteur unitaire 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Le vecteur qui est la norme Tao, ça va être combien? Ça va être racine de 1 demi plus 1 demi. Donc, racine de 1 égale 1. Donc, j'obtiens un vecteur unitaire de norme égale à 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai normalisé le vecteur propre. D'accord? Alors, finalement, la première droite, le premier axe ajustant le nuage des individus, des données, voit l'axe delta U, U1, dans le vecteur générateur, c'est le vecteur U1, qui est donné par 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. À partir de ce vecteur-là, après je vous fais le cours, l'expression qui va me permettre de calculer la nouvelle variable. C'est clair? Donc, un des valeurs propres, un des vecteurs propres, d'accord? Un des axes principal, ou bien axe factoriel. من هذا l'axe factoriel, راح نروح vers la première nouvelle variable. Vous me suivez, s'il vous plaît? Madame. Oui. Par contre, comme ça, on aura toujours la norme de V1 est égale à racine de 2. لا وعلاش V1 oui بصح U1 c'est égal à 1. وحنا ندو U1 خلاص. Justement, V1 هذا V1 vecteur propre اللي حسبناه. La norme تاعو c'est racine de 2. Oui, mais si normalement il y a 1 parce que c'est un لا هذا vecteur propre. هذا vecteur propre, la racine تاع la norme تاعنا لقيناها égale à 1. لقيناها racine de différente de 1. بصح حنا في الكور واش لقينا؟ في الكور في la démonstration لقينا بلي le vecteur U1 ماشي vecteur propre. قلنا بلي U1 il représente le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de norme égale à 1. Et avec le problème d'optimisation, on a exigé à U1 qu'elle soit de norme égale à 1. Ça fait comme V1 هذا, c'est le vecteur propre de la plus grande valeur propre. Mais la norme تاعو c'est pas 1. Donc il ne va pas représenter U1. Mais il va représenter U1, نقسمه par sa norme et يولي 1 sur racine de 2 moins 1 racine de 2. كي ندير دوكا هذايا كي ندير هذا النورم تاعو égale à combien تولي 1. وregardez نعاودوا نولوا لهنا. اكيد تجيبي l'expression هذه. Oui. Regardez نعاودوا l'expression du vecteur propre. Il n'y a pas de contradiction. شوفي هنا x. قلنا le vecteur propre لقيناه c'est x 1 moins 1. قلنا هنا quel que soit x. نقدر ناخذ 2 moins racine de 2, 3 moins racine de 2, 4 moins 4, 5, 1 sur 2, 1 demi moins 1 demi. X est varie. بصح هذا الفيكتور on prend le vecteur générateur qui est 1 moins 1. Regardez, comme elle n'est pas égale à 1, regardez, qu'est-ce que tu as choisi x, c'est 1 sur la norme de V1. C'est 1 sur racine de 2. Quand tu multiplies x par 1 sur racine de 2, il y a 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc, on va tenir qu'il est un vecteur propre. Il fait partie de la famille qui conjointe le vecteur propre générateur. Ah oui, c'est vrai ça. D'accord? Quand je 1 sur racine de 2 en facteur, il y a 1 sur racine de 2, 1 et moins 1. Un vecteur propre, il engendre toujours un sous-espace. Il engendre un sous-espace, quel que soit. X est تاخذيه هنايا وتملتيبليه par 1 moins 1 يقعد un vecteur propre. Mais حنايا comme نسحقوه en tant que algèbre linéaire, نسحقوه en tant qu'axe que vecteur propre algèbre linéaire. En général, on ne s'intéresse pas à la norme. L'algèbre linéaire, première année, qui قرينا les matrices et tout, نحسبوا valeur propre, نخرجوا vecteur propre. On ne s'intéresse pas à la norme. Mais هنا puisque le vecteur propre عنده un sens pratique, il représente un axe, donc là c'est une de norme égale à 1. Donc le choix de la constante هذه x ما راح تكون quelconque. En général 1 sur la norme du vecteur générateur. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Aïda, c'est bon? Oui, d'accord. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Merci. D'accord? Très bien. Donc, le premier axe principal, il est engendré par le vecteur unitaire 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. C'est le premier jet. Donc, on a le même travail. Bien sûr, c'est un exemple.
On n'est pas en train de réduire parce que il y a un paragraphe qui est appelé choix du nombre de composantes principales, choix du nombre d'axes principaux. D'accord? Il y a des conditions de pourcentage d'inertie, je vois après le cours. Donc, c'est un exemple. C'est juste que voir comment récupérer, comment préparer les données, comment déterminer la valeur propre, comment déterminer les axes principaux. Donc, tout dépend après du problème, le choix, le nombre d'axes principaux. C'est-à-dire que je vois après la suite à le cours. Donc, pour calculer la deuxième, donc toujours nous dans un ordre décroissant, nous donc ordre décroissant dans les valeurs propres, la première, la vecteur propre du premier axe, on va en général comme un plan, en général nous avons deux, la deuxième, on cherche son vecteur propre, autrement dit, on cherche le deuxième axe principal. Donc, le deuxième axe principal sera présenté, bien déterminé, à partir de la deuxième valeur propre qui est 0,30. Mais il faut respecter l'ordre. D'accord? Très bien. Voilà, je dois respecter donc la même chose. Les valeurs propres, je cherche le vecteur propre, donc soit V1, V2, un vecteur quelconque, bien sûr, c'est un V2, bien sûr. Parce que là, ça se passe le V1, donc il y a V2, d'accord? X, Y, c'est des variables. Donc, je garde X, Y, je suis en train de chercher justement X, Y, tel que, donc, quoi? Tel que R fois V2 égale lambda 2, d'accord? Égale lambda 2 fois V2. C'est ça. On va faire le même travail, le produit matériel, avec le donc R fois V2, d'accord? Égale lambda 2 fois V2, on résout l'équation vectorielle. D'accord? Matrice fois vecteur égale valeur propre fois vecteur. Donc, matrice fois vecteur égale valeur. C'est comme ça qu'on fait le produit. Hein? Regardez, matrice fois x, y égale lambda 2 fois y. Donc, 1 fois x moins 0,69 y égale lambda 2 fois x moins 0,69 fois x on a 1 fois y égale lambda 2 y. C'est important parce qu'en général, les étudiants, ils veulent faire des choses, donc il faut faire attention, s'il vous plaît, pour la résolution. D'accord? À partir de là, vous remarquez bien que les deux équations, elles se résument en une seule équation qui est 0,69x égale 0,69y. On simplifie les constantes, il me reste x égale y. Vous remarquez donc la différence, c'est que y égale x. Tout à l'heure, c'était y égale moins x. Donc, y égale x. Je remplace y par sa valeur, c'est x. Donc, c'est x fois 1. La même chose, c'est le même raisonnement. Le vecteur générateur doit être le vecteur propre. Le vecteur propre, c'est 1. Ou n'importe quel vecteur multiplié par 1 est un vecteur propre, mais en général, on s'intéresse au vecteur générateur, la base, la source. Donc, c'est 1. La même chose, on choisit donc V2, d'accord? Mais vous remarquez bien que, bien sûr, V2, la norme terre, la même chose, c'est racine de 1 plus 1, c'est 2. Donc, racine de 2, c'est différent de 1, il n'est pas unitaire. Du moment qu'il n'est pas unitaire, donc le deuxième axe principal, c'est à droite engendré par le vecteur unitaire, donc on doit diviser V2 par la norme, par sa norme. Ce qui va me donner, donc U2, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. D'accord? Donc, head U2, justement, donc, qui engendre le deuxième axe principal. D'accord? Alors, une petite remarque, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit deux axes principaux. Vous voyez maintenant comment, la pratique, comment on calcule les axes principaux? C'est clair? L'étape est très importante. Oui, ça va, c'est clair. C'est clair à travers cet exemple. Très bien. Alors, là, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a créé deux axes principaux. Autrement dit, on a créé un plan. Le premier, c'est delta U1. Et le deuxième, c'est delta U2. Le cours, en général, donc, les deux vecteurs doivent être orthonormés. Ça veut dire de norme égale à 1 et doivent être aussi perpendiculaires. D'accord? Donc, une petite vérification. Dire qu'ils sont perpendiculaires, ça veut dire que le produit scalaire égale à 0. Produit scalaire. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? De plus, de leur construction, nous remarquons bien que le produit scalaire égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, c'est 1 demi.
Moins 1 racine de 2 fois 1 racine de 2, la deuxième composante, c'est moins 1 demi. Donc, c'est 1 demi moins 1 demi égale à 0. Donc, remarquez bien ce qu'on a fait. Donc, c'est conforme à ce qu'on a démontré en cours. Donc, non seulement ils sont de normes, E1 et E2 sont de normes égales à 1, harmonique, donc en plus, leur produit scalaire égale à 0. Donc, finalement, la droite, delta E1 et delta E2 vont représenter, d'accord, vont représenter le nouveau plan. Parce que après les exercices, bien sûr, on ne va pas prendre deux variables, on va prendre des matrices, vous allez voir, de dimension supérieure. Juste pour illustrer tout d'abord, c'est un exemple chez exercice, c'est un exemple détaillé pour illustrer ce qu'on a vu en cours. Le cas de près, le calcul explicite et l'application explicite des étapes qu'on a vues théoriquement en cours. Donc, c'est pour ça que c'est un exemple simple avec deux variables. Même ça, après les exercices, bien sûr, on va voir des matrices de dimension, mais avec deux variables. D'accord, je vois des matrices plus que deux variables, mais je vois après la réduction qui sont les variables. Donc, c'était juste pour illustrer l'idée ou bien comment faire, comment appliquer les pré-traitements et préparer les données et chercher les axes principaux. C'est pour ça donc j'ai donné 3 individus et 2 variables. D'accord. Donc finalement, on a initialement une matrice de données, on va vers un plan. À que je vous on récupère le plan. Donc même si on avait 3 valeurs propres, on a les deux plus grandes valeurs propres. D'accord. Même le cas de la matrice de corrélation, dimension 3, on traduit 3 valeurs propres. On va prendre les deux seulement premières grandes valeurs propres, on traduit les deux axes. Et vous remarquez bien que donc les deux axes, ils sont perpendiculaires, donc ils sont orthogonaux, de normes égales à 1, donc ils vont représenter le nouveau plan. Pardon. À partir de là, on va construire les nouvelles variables. Alors, petite remarque, une autre remarque entre parenthèses, je vois le cours après, c'est que Kitsome ou lambda 1 et lambda 2, 1,69 plus 0,31, vous remarquez bien, est égal à 2. C'est une remarque qu'il faut bien retenir. D'ailleurs, regardez, 1,69, c'est la somme. Sommez directement là. Regardez, quand vous sommez lambda 1 plus lambda 2, Hadi se simplifie, égal à 2. Had 2, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la dimension de la matrice de corrélation. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'elle représente du point de vue analyse donnée? Elle représente le nombre de variables. Donc, remarque, résultat, lorsqu'on travaille sur une matrice centrée réduite, toujours la somme des valeurs propres égale le nombre de variables. Donc, là, c'est un résultat à retenir. D'accord? Quand on travaille avec les matrices avec des données centrées réduites, toujours la somme des valeurs propres représente le nombre de variables. Donc là, c'est très, très important. Déjà, donc, vous voyez, donc, à partir, quand on réduit, on simplifie les calculs. Donc, on a déjà regardé, on a juste une petite remarque, comme on a juste là, quand on a normalisé, regardez qu'on récupère les valeurs. Donc, si une variable, au départ, a un écart plus élevé, elle ne va pas être privilégiée par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on réduit. On réduit, mais je n'ai la même chose. D'accord? La variable a un écart type plus élevé, d'accord? Elle ne sera pas privilégiée par rapport aux autres. C'est pour ça que chaque variable est par son écart. Et on a les valeurs, je suis cohérentes entre elles. D'accord? Écoute, un grand écart puis les valeurs. Dans ce cas, l'étude plus intéressante et plus adéquate aussi. Très bien. Donc, c'était un exemple illustratif, d'accord, pour appliquer ce qu'on a vu théoriquement en cours. Donc, ce qu'on a vu théoriquement, il fallait passer par les étapes. باش تشوفوا من يخرجوا هذيك لي ريزولتا كيفاش يخرج لاكس برينسيبال كيفاش تخرج لا دروات كيفاش يكون اورتونورمي واش كيفاش ريبريزونت لي كومبوزونت هذاك لاكس هذا كامل il fallait le voir théoriquement باش après quand vous passez l'application تكون كيقولوا une cohérence تكون une relation entre la théorie et la pratique on peut pas passer directement à la pratique c'est clair est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Donc, j'ai tenu quand même à le faire détailler l'exemple, mais je n'ai pas l'ambiguïté, ou les des ambiguïtés sur ce qu'on a vu en cours.
C'est pour ça donc j'ai tenu à le faire en détail. C'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Donc on peut passer à autre chose. Donc je vais donc on va essayer de passer à autre chose. Alors, suite à ce qu'on a vu en cours, on a donc la termination des axes principaux, qu'on a représenté les axes dans les variables. Donc, la question, on a axe principal, il représente, c'est-à-dire quoi? Un axe, il représente une nouvelle variable. Même ça, théoriquement, pratiquement, une variable est un vecteur, mais un axe, un deux des composantes. La question qui se pose maintenant, c'est comment déterminer donc, les composantes principales à partir des axes principaux. Vous suivez? Allô, vous suivez? Oui, madame. Donc, qui m'a tout à l'heure, qui m'a initialement, on dit les individus, on dit les variables. Chaque individu peut représenter dans l'espace des variables RN, chaque axe représente une variable. Mais une variable est un vecteur de caractéristiques. Alors, la question de Knaya, c'est comment récupérer donc, les vecteurs. D'accord? C'est-à-dire, il y a une composante principale. Alors, à chaque définition, c'est une définition, c'est-à-dire c'est ce qu'elle représente réellement. Donc, à chaque axe principal delta UJ, pardon, ou bien delta J, parce qu'en général, les variables c'est J, les individus c'est I, c'est tout. Donc, chaque axe principal est une variable. Donc, nous, toujours, on détermine l'axe principal, mais nous, on va récupérer la composante principale. Alors, donc, une définition. Les composantes se déterminent à partir des axes principaux. La question numéro 2, donc, comment elles sont définies les composantes principales. La question numéro 2, bien, définition numéro 2, c'est comment calculer donc, la composante, le vecteur. Alors, pour calculer cette composante principale, cette nouvelle variable, n'oubliez pas que les axes principaux qui vont les projections, tu as les individus, n'est-ce pas, sur la droite d'ajustement. Donc, chaque composante principale, finalement, qu'est-ce qu'elle représente? Chaque composante principale, ces composantes représentent les projections des individus sur l'axe principal correspondant. Le premier axe principal, delta U, on l'a obtenu en projetant donc, les individus sur l'axe. Chaque valeur de la projection, x1, x2, xm, un m individu, les composantes, les projections vont représenter les composantes de la variable. Les nouvelles, si vous voulez, les nouvelles caractéristiques, les nouvelles informations. J'ai projeté chaque individu sur l'axe, donc l'information je dis là, il y a la valeur de la projection sur l'axe. Très bien. Pour chaque individu, donc les projections qu'un des individus va représenter donc vont représenter les composantes de la composante principale. D'accord? Donc une composante principale, ce n'est que le vecteur constitué des projections. D'accord? On a vu en cours. Donc, on va illustrer les définitions en détail. Je vous en détail, regardez. Donc, par exemple, C1, le premier axe principal, il va me définir la première composante principale que je vais noter C1. C'est clair.
le premier delta U1, va me conduire vers la première composante principale, C1. Donc, pratiquement C1, c'est quoi? C'est X1, X2, Xn, parce qu'on dit M individus. Très bien. Had X1, X2, qu'est-ce qu'elle représente? On a projection sur l'axe. La projection في الcours, c'est le produit scalaire. Tu as le vecteur X individu par le vecteur générateur U1. Donc, intervient le vecteur générateur dans l'axe principal. C'est U1. Donc, c'est le produit scalaire, tu as l'individu, chaque composante représente le produit scalaire de l'individu par le vecteur générateur de l'axe principal. Allez, je remplace. Allez, donc c'est 1. On a X1 U1. On va avoir X2 U1, XI U1, XM U1. Toujours le produit scalaire par le premier vecteur. Mais il y a U1. N'oubliez pas, on a vu tout à l'heure, U1 est un vecteur. Et la dimension tau, elle est dans Rn, le nombre de variables. Tout à l'heure, on a 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc, on a deux composantes parce qu'on a deux variables. Donc, je vais illustrer l'idée. Donc, U1 est un vecteur de Rn. Rn qui représente le nombre de variables. Donc, on a n composantes. Pour arriver à une idée très importante vers la fin, donc tu verras. Donc, le vecteur U1 est un vecteur qui a n composantes. D'accord? 1, 1, U2, 1, UN1. L'indice 1 qui est à droite, il représente le numéro de l'axe, le premier axe. Les U1, U2, UN, il représente bien sûr les composantes à le vecteur U1. Donc, quand je fais le produit scalaire ou produit composante par composante, c'est rien, la somme des composantes. Donc, finalement, regardez, où individu aussi est un vecteur, bien sûr, qui est un vecteur de Rn. Donc, en faisant le produit, j'obtiens de la somme, composante pour chaque individu, pour chaque projection. Puisqu'on dit combien de projections, on dit M projections, je vais essayer donc de présenter sous forme de vecteur. Reconnaître dès que le nombre d'informations augmente, la représentation sous forme de matrice, sous forme de vecteur. Donc, C1, déjà C1, c'est un vecteur. Il a M composante. Chaque composante, elle est donnée explicitement par de la somme. Je suis en train juste de remplacer. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est un vecteur colonne. On a transposé, c'est pour dire qu'il s'agit d'un vecteur colonne. Donc, X1, X2, Xi, Xn. Chaque projection, c'est le produit scalaire. Produit scalaire, c'est la somme. C'est tout. Donc, on est en train juste de remplacer. Première composante est un vecteur qui a M composantes. Chaque composante est une projection. La projection, c'est la somme de l'individu fois le vecteur. C'est tout. Je suis en train de remplacer. La somme, je peux l'éclater sous forme de M somme. Regardez, parce qu'on dit X11 fois I11, بعد حيجي X2, بعد حيجي X3, XM fois U1. Vous remarquez bien que U1 est la même chose, elle est constante. وبعد حيكون هذا الفيكتور fois U21. U21 ne change pas. وبعد حيكون هذا le vecteur, le dernier, fois UN1 qui ne change pas. Donc finalement, le vecteur, je peux l'éclater sous forme de la somme. U11 fois le vecteur, U21 fois le deuxième vecteur, plus UN1 fois le vecteur colonne. Mais le vecteur colonne X11, Xi11, Xm1, ce n'est que la première variable. Donc, finalement, la composante principale, ce n'est que I11 fois la première variable, U21 fois la deuxième variable, UN1 fois la dernière variable. Vous suivez? معناتها que la première composante principale, elle est en combinaison linéaire avec les anciennes variable en utilisant le vecteur unitaire du premier axe principal. Parce que U11, U21, UN1 ne sont que les composantes du vecteur U1. D'accord? La même chose pour C2. Donc c'est projection sur l'axe, deuxième axe principal. Et donc, ça va être le produit scalaire dans les individus par le deuxième vecteur générateur. Et donc, je vais avoir la même chose, C2, c'est UN2 fois X1, U22 fois X2, UN2 fois Xn. Donc, à partir de ces deux égalités-là,
la définition suivante, bien, le résultat suivant, c'est que les composantes principales sont des combinaisons linéaires des variables initiales. On a sur les x, bien sûr, dans la pratique, on travaille avec la matrice centrée réduite, donc C1 ou composante, donc de manière générale, bien sûr, elle est donnée en combinaison linéaire des variables initiales. Ça, c'est clair. D'accord? نحطلكم juste كيفاش نحسبوها هنايا. Vous suivez s'il vous plaît? Allô? S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, l'écriture, c'est 1. U1 fois première variable, U2, 1 plus UN, ce n'est que, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par multiplication de la variable X soit le vecteur U1. Voilà, parce que il y a une matrice X. Quand je regardez ici, quand j'écris comme ça X, je comme ça, regardez bien, X1, la virgule, X2, Xn. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de voir la matrice en tant que vecteur colonne. X1, premier vecteur colonne, X2, deuxième vecteur colonne, Xn, énième vecteur colonne, énième variable. Donc, il y a la multiplication par vecteur U1, nous avons première composante fois X1, plus deuxième fois X2, plus énième fois l'énième vecteur colonne. C'est tout. Donc, l'écriture n'est que l'écriture. Donc, finalement, c'est un résultat qui est très important, parce qu'il me donne finalement la façon de calculer, bien la méthode pour calculer la CP. Dans la pratique, bien sûr, on va travailler avec les matrices centrées réduites. Donc, la première composante, finalement, elle se calcule comment? Ce n'est que Z fois U1. Donc, le premier résultat, c'est que la première nouvelle variable n'est que Z fois U1. La deuxième nouvelle variable n'est que Z fois U2. Allez, à partir de là, on déduit que les composantes principales sont obtenues en faisant le produit. Z fois U1, parce que c'était juste pour illustrer l'idée, mais on travaille avec une matrice centrée réduite pour ne pas se trimballer avec le centre moins centre de gravité divisé par l'écart type, mais en réalité, bien sûr, le X va être remplacé par Z. Donc, la première composante principale n'est que Z fois U1. La deuxième composante principale n'est que Z fois U2. Donc, le deuxième résultat important qu'il faut retenir, parce que le but à l'exercice, le but du chapitre, c'est comment déterminer les composantes principales, comment les visualiser, les individus, le plan. C'est clair? Allô, vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. C'est clair pour ceux qui sont présents, au moins. Bon, je vois aujourd'hui qu'il y a les absences aujourd'hui. Oui, très bien. D'accord. Donc, s'il y a bien sûr un problème, vous m'en mentionnez. Donc, je vais voir juste pour est-ce qu'il y a moyen de noter alors qu'il y a un psy, qu'il y a aide, qu'il y a un moyen slab. On va avoir une idée pour les présents. Jakoun, Hachi, Senya, Marali, Samia Riles, Safinez, Azwell, Mouchlagum Yanis et Baroud Yasmine, ainsi que Koulel Idil Ariles. OK. Très bien. Donc, les composantes principales se calculent par ce produit, Z fois U1, Z, en général Z fois UI. D'accord? Comme en général, s'intéresse peut-être à deux composantes, donc ZU1 fois ZU2. Alors, les propriétés
importante pour les composantes principales, c'est que leur variance, donc la variance de chaque composante principale est égale à la valeur propre. Donc, quand vous allez chercher la variance de chaque, c'est-à-dire la racine, on va retrouver que la variance de chaque composante principale n'est que lambda i. Donc, la variance de la première composante principale égale lambda 1. La variance de la deuxième variable, de la deuxième composante principale, c'est lambda 1, lambda 2. Ainsi de suite. La valeur propre, qu'est-ce qu'elle interprète? Elle interprète l'inertie portée par l'axe principal. C'est clair? Donc, chaque information, chaque inertie portée par l'axe principal, la composante de l'axe principal est égale à la valeur propre associée à cet axe, au vecteur propre de l'axe principal. Donc, c'est l'information, si vous voulez. C'est pour ça, donc, l'axe principal de Will, elle est portée par la plus grande valeur propre. Ça veut dire l'information maximale, elle est portée par le premier axe. On est en train de compléter jusqu'à atteindre un certain pourcentage voulu par, bien sûr, l'utilisateur. Donc, on va se fixer avec le pourcentage. Les composantes principales obtenues, bien sûr, elles sont non corrélées entre elles, c'est clair, parce que c'était ça le but, où la covariance donc égale toujours à 0, produit scalaire égale à 0, donc la covariance bilectrique égale à 0. Donc, on passe à la deuxième étape qui est très importante, c'est comment représenter les individus dans, bien sûr, le nouveau plan. Alors, donc, d'après ce qui précède, on a vu que chaque composante principale a donc M composante. Chaque composante, elle représente la projection, d'accord? Dans notre cas, donc, on a 2, ce qui veut dire qu'on aura un plan constitué, C1, C2. L'axe 1, delta U1, l'axe delta U2. Donc, chaque individu, un XI, si on veut le représenter dans le nouveau plan, il faut faire attention qu'il aura 2 composantes. La première composante, ce sera sa projection sur le premier axe principal. Sa deuxième composante sera sa projection sur le deuxième axe principal. D'accord? Donc, après, on va essayer d'illustrer les idées comme les TP ou les exercices. Mais tout d'abord, il faut comprendre donc, on va représenter les individus le nouveau plan. Donc, on a 2. Donc, chaque individu, il n'aura que 2 composantes. Chaque composante, donc on va s'intéresser à ses projections sur les axes principaux obtenus. C'est clair? Mais la projection, bien sûr, c'est un 1. Donc, un individu I quelconque, CI1 et CI2, la coordonnée, c'est important parce qu'on va le présenter ici. Elle représente donc la IM composante, la composante variable principale, ou elle représente la IM composante, la deuxième composante principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a C1, C1 est une composante. S'il vous plaît, il y a deux notions importantes. Un axe principal, ou bien axe factoriel, c'est une droite, c'est un axe. Il va nous conduire vers une composante principale qui est une variable, un vecteur. C'est clair? Donc, on a deux notions, un axe principal ou composante principale. Mais, le vecteur, la composante principale, la nouvelle variable, on est obligé de passer par l'axe principal. Au l'axe principal, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est les vecteurs générateurs. Donc, c'est U1 et U2. Donc, avec la composante principale, qui est le nouveau vecteur variable, elle se calcule comment? Elle se calcule en faisant le produit Z fois U1. Donc, c'est 1. C'est Z fois U1. La IM de composante à C1, elle va représenter la projection de l'individu XI sur le premier axe. C2, la composante principale, c'est la nouvelle variable. Elle se calcule comment? Elle se calcule par le produit Z fois U2. U2, ou le vecteur générateur, tu as le deuxième axe principal. La IM composante de la nouvelle variable,
elle est obtenue par quoi? Donc, en faisant le produit de la IM ligne à Z par U2. Donc, finalement, quand on a le IM individu, il aura deux composantes, CI1, CI1, CI2. Vous suivez? Chaque individu, XI, il aura deux composantes, CI1, CI2. هذيك CI1 نخرجوها من هذا البرودوي من هذا la IM composante à Z fois U1, ce qui revient à faire le produit à la IM ligne de Z par U1, ou CI2 نخرجوها من هذا le produit qui représente la produit à la IM ligne de Z par le vecteur U2. Donc, CI1, CI2, هما اللي حطوهم هنا CI1, CI2 يعطوني le poids XI في le nouveau plan. C'est bon? C'est clair? Oui, madame. Donc, elle est très très importante. L'idée qui m'a parlé de la visualisation. Donc, on a un chauffeur بالعقل, pré-traitement, calcul. Donc, pré-traitement, la recherche des axes principaux. Donc, on a les étapes. Pré-traitement, la recherche des axes principaux, la recherche des composantes principales, la visualisation. Donc, on a 4 étapes principales. Donc, on a étape par étape. On est en train d'expliquer les étapes de بالعقل. D'accord, c'est clair? Oui. Donc, c'est pour illustrer l'idée, mais la CP normale, c'est le Z. Donc, elle est très importante, comme elle est importante, Z. Donc, chaque individu, il aura 2 composantes seulement, au lieu mais qu'on a un doux qui m'a initialement. Donc, déjà, vous remarquez, initialement, il y a une composante de l'individu, n'est-ce pas? Une matrice MN. Chaque individu a une composante. Chaque composante, elle représente l'observation de la variable sur lui. D'accord? Mais le nouveau plan, la dimension Q égale à 2, il y a une durée de 2 informations, CI1, CI2. Donc, il va y avoir un point, c'est un vecteur dimension 2. Il y a une durée de 2 observations. CI1, CI2. CI1, CI2, ils traitent bien sûr à partir de ce produit. D'accord? La question donc qui se pose, qui est très importante en ACP, donc en ACP, on va présenter les individus, classe, je fais la présentation des individus. La question qui est très importante en ACP, c'est que quel est le nombre de composantes, autrement dit, le nombre d'axes Q à retenir. C'est clair? On dit initialement 50, 10, 20, 30, je ne sais pas. Comment choisir le nombre d'axes? Alors, la réponse, bien sûr, de manière générale, elle est liée à la notion de l'inertie. L'inertie maximale qu'il faut retenir. Donc, le nombre d'axes, en général, est lié à la notion de l'inertie qui va s'interpréter par des rapports. Les rapports, on va les illustrer ici, Hamlik. Tout d'abord, regardez. On a donc les critères à suivre pour récupérer ou bien pour choisir le nombre d'axes sont les suivants. Le premier critère, c'est l'inertie, pourcentage d'inertie expliqué par le sous-espace ou le pourcentage d'inertie expliqué par chaque axe. L'énergie expliquée par le sous-espace représente la somme des pourcentages d'inertie expliqués par chaque axe. Donc, en général, c'est équivalent. Donc, le plus important, c'est voir le pourcentage d'inertie expliqué par chaque axe. Après, je vais sommer. Quand j'atteins un pourcentage fixé initialement par l'utilisateur, d'accord? Donc, c'est pour ça, par exemple, l'utilisateur aimerait bien garder 90% d'inertie, d'information. Donc, sur le premier axe, combien de pourcentage indique? Si j'atteins mes 90% à le premier axe, un axe. Sinon, je complète par le deuxième axe, je somme les deux pourcentages. Si la somme des deux pourcentages me donne avec le pourcentage voulu, 90%, le choix égale 2 axes. Si ce n'est pas suffisant, on aura le troisième, et ainsi de suite.
Donc, en général, l'inertie commutative. واش معناتها commutative عندي inertie expliquée par l'axe عندي l'inertie commutative معناتها chaque fois je lui ajoute l'inertie par le deuxième axe l'inertie expliquée par le troisième axe et ainsi de suite ou le somme et je somme هذه هي la somme de lambda et allant 1 à q q هو la dimension de l'espace ولا حبس في ال 1 هاي لك في ال 1 si le pourcentage me donne ce que je veux je m'arrête à un seul axe si هذا ne me donne pas ce que je veux je lui rajoute lambda 2. D'accord? Parce qu'on a chaque axe principal, l'inertie portée par chaque axe principal est donnée par la valeur propre. Donc, avec le pourcentage, lambda sur le nombre de valeurs propres, où laquelle il atteint le pourcentage que j'ai fixé, le premier axe. S'il n'atteint pas ce que je veux, j'ai le lambda 2. Ou maintenant, je calcule le rapport. Si j'atteins mon pourcentage, j'arrête. Donc, c'est une inertie commutative. C'est un cumul. À chaque fois, j'ajoute. D'accord? Donc, le critère, il est crucial, il est très, très important. Il nous permet de fixer le nombre d'axes à choisir à partir de la matrice des données. Ou l'inertie totale, pour les matrices centrées réduites, donc puisqu'on travaille sur la matrice de corrélation, elle est toujours donnée par la somme des valeurs propres, elle est donnée par la dimension, le nombre de variables. D'accord? Donc, l'inertie pour les matrices des données centrées réduites, l'inertie totale est toujours égale à n, le nombre de variables. Parce que la variance transformée est égale à 1 pour chaque axe. D'accord? Donc, ce qui revient à dire donc la pratique, dans la pratique, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le pourcentage d'inertie est expliqué par lambda e sur n. Donc, nous avons l'exemple de tout à l'heure. Regardez. Nous avons l'exemple de tout à l'heure. Donc, l'inertie portée par le premier axe, c'est combien? C'est lambda 1, 1,69 divisé par 2. On choufou le taux d'énergie. Donc, vous faites le rapport. On choufou. Donc, ça va être le pourcentage d'inertie expliqué par le premier axe. Par le sous-espace, ça va être lambda 1 plus lambda 2 sur n. Mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Lambda 1 plus lambda 2 égale à 2. Donc, 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, finalement, la somme, l'inertie 100%. Il n'y a pas de perte. Parce qu'initialement, déjà, qu'elle nous indique que 2. Mais dans la pratique, en général, il nous indique plus de variables. D'accord? Donc, les critères globaux, donc les critères pratiques, d'une manière générale, quelques critères simples de choix de la dimension. Un pourcentage d'inertie donc souhaité a priori. Dans la pratique, en général, le taux il est supérieur à 80%. D'accord? Mais il peut être bien sûr différent de 80% selon le problème à résoudre. Ça dépend du problème à résoudre et à modéliser. Un utilisateur qui veut avoir plus d'exigence, plus de précision, il impose un taux plus élevé. Ou bien, si un 80%, 85% est suffisant, il peut s'arrêter à 7%. Mais d'une manière générale, dans la littérature, on peut s'arrêter à 80%. D'accord? Parfois très rare à 70%, mais en général 80% enfin littérature. Sauf les ouvrages, les et tout, mais en général, parce que déjà 80%, ça veut dire on a quand même une information importante. On n'a pas perdu assez d'informations. D'accord? Donc, il y a l'autre critère dans la littérature qui dit que on ne retient que les axes principaux associés aux valeurs propres supérieures à 1. Ce critère de Kayser, il est très très reconnu dans la littérature. Mais je veux dire, il prend que les axes principaux, les vecteurs propres, à partir des valeurs propres supérieures à 1. Mais supposons que les valeurs propres supérieures à 1 pour des matrices de dimension, je suis SRL. Donc, mais c'est un critère qui existe dans la littérature. Donc, je n'ai quand même. Ok, il y a notre troisième critère. Qu'est-ce qu'il fait? Il représente les valeurs propres. Dès qu'il y a une cassure, un coût, il y a le nombre, la plus grande valeur. Donc, il associe le nombre de. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, donc, il présente les valeurs propres.
dans un ordre décroissant, le كبيرة الصغيرة. Dès qu'il y a une cassure, un coude, اسمه coude ou la cassure, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête هنا ويدير كاع les valeurs propres اللي جايين يتقبلوا. Donc هنا حيدي lambda 3, lambda 2, lambda 5, lambda 2. هنا c'est une illustration graphique. واش معناتها؟ عندي supposons عندي 3 6 valeurs propres. هذا troisième critère qui existe dans la littérature. اسمه critère de Cattell. Qu'est-ce qu'il fait? عندي les valeurs propres هامليك. أنا عندي 6 valeurs propres. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il représente les valeurs propres dans un plan, dans un ordre décroissant. من الكبيرة للصغيرة. Dès qu'il y a une cassure ou là, un coude, formation de coude, qui شغل حاجة pliée, un coude ou la cassure, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les valeurs propres qui précèdent la cassure, le coude. Donc, il dit ثلاثة. كيما هنا par exemple, il dirait هذه. C'est comme ça qu'il choisit le nombre d'axes à choisir. C'est comme ça qu'il sélectionne le nombre d'axes. D'accord? Mais en général, celle qui est plus pratique, d'accord? Celle qui est plus pratique, c'est Hadia. Les rapports, les pourcentages. Le pourcentage porté par chaque axe et on fixe Hadi. On fixe un pourcentage au départ. L'utilisateur fixe un pourcentage. Il fixe 80, 85, 90, 70. Dès le départ, il le fixe. À les pourcentages, on va s'arrêter. On va choisir le nombre d'axes. Donc, si le premier pourcentage me donne ce que j'ai fixé, je m'arrête le premier. Si ça ne me donne pas, je continue. Zidou, le deuxième taux, lambda 1 plus lambda 2. Si ça me donne ce que je veux, je m'arrête. Donc, dans la pratique en général, qui est plus fiable. C'est le critère de pourcentage d'inertie. C'est clair? Donc, vous voyez, donc, l'utilité des valeurs propres, elles sont très importantes parce que, tout d'abord, elles nous permettent de récupérer les axes principaux. D'accord? Deuxièmement, la variance d'inertie portée par chaque axe principal n'est que la valeur de la valeur propre. D'accord? Troisièmement, le pourcentage de la valeur propre par le nombre de variables représente le pourcentage d'inertie porté par chaque axe qui va me permettre de fixer le nombre d'axes à choisir. Donc, il y a une liaison entre les trois rapports. Ce sont très, 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 très importants. Il faut bien les retenir, les notions de base. C'est en résumé. En résumé, donc, comme matrice de corrélation, les valeurs propres. Les valeurs propres sont très, très significatives. Elles me permettent de récupérer les vecteurs, les axes principaux. Elles me permettent de calculer les pourcentages d'inertie expliqués par chaque axe. Elles me permettent de calculer le taux d'inertie commutative pour fixer le nombre d'axes principaux à choisir. D'accord, c'est clair? Madame, oui. Madame, j'ai une question à propos de l'exemple, le premier exemple. Madame, l'exemple تاعنا كان عندنا 3 individus et 2 variables. Parce que c'est juste pour illustrer. La série d'exercices, pas chanter compte de variables. Oui. Oui, madame. بعد درنا لي كالكول ولو بري تريتمون باش مع الاخر درنا شونجمون دو باز من اكس ايغريك لسي 1 سي 2 سي صا باش نروحوا vers C1 C2 oui. Oui, madame, on pouvait pas genre visualiser le début parce que هكذا كي درنا شونجمون دو باز من اكس ايغريك لسي 1 سي 2 راح يجي لو ميم ريبريزونطاسيون دي بوين جوست افيك اون روتاسيون نو هنايا لا بصح هنايا دوكا كنحسب دوكا هنايا باغ اكزومبل باسكو انيسيالمون عندي دو فاريابل donc Oui, la présentation si je veux réduire de préférence نروح vers un axe d'accord. parce que la CP c'est pour réduire et pour simplifier la visualisation pour simplifier la relation qui existe entre les variables et entre les individus mais déjà initialement عندي زوج donc la présentation dans le plan تكون ou l'étude des relations نقدر نشوفها entre les individus entre les variables ما كاش مشكل. Oui, madame, oui, justement. Donc c'est pour ça donc انا بالك نقدر نحسب 1,69 divisé par 2 شحال راح يخرج لي 1,69 divisé par 2 c'est 0,8 donc le pourcentage راح 80% donc في هذا الكا تاعنا la meilleure visualisation راح تكون par un axe. L'axe c'est 1 donc. ناخذ هذاك صح ناخذ غير l'axe C1 donc راح ناخذ le premier axe principal parce que l'inertie portée par un axe c'est 80% elle dépasse 80%. D'accord.
C'est comme ça, elle dépasse 80%, donc elle est suffisante. Mais quand j'ai une grande perte d'information, donc je projette tout le monde sur un axe. On visualise le cas sur un axe, sur une droite, au lieu de travailler sur un plan. Ah oui, madame, j'ai compris. D'accord? C'est l'idée. Madame, Oui? si زعما الكومبوزونت تي 1 كان عندها 50% والاخرى 50%. جون Eh, كيف كيف le cas de 50%, 50%, في un plan, معناتها avec deux variables. Ça veut dire que ماشي. n'est pas intéressant. Ça veut dire que tu as les deux. Seulement, vous aurez, parce que 50%, elle n'est pas importante, l'information. Tu as perdu la moitié de l'information. Donc, c'est Oui, une chose madame. claire. Marche garde une seule composante, une seule variable. D'accord, madame. Le taux d'inertie porté par un axe, la moitié d'information dans la matrice initiale. Donc, ça fait, c'est pas intéressant. C'est la moitié d'information. Donc, tu dois compléter. Donc, là, une composante supérieure à 80%. Ah oui, l'ensemble des composantes 70, supérieures 60, لازم parce que احنا في l'ACP maximiser l'information projetée et minimiser l'information perdue. D'accord, madame. Si l'information projetée là est 50 ou perdue là est 50, معناتها elle est perdante. J'ai perdu la moitié de l'information. Donc une chose, c'est pas important de garder un axe. D'accord, madame. Par contre, avec l'exemple, 1,69 qui est divisé par 2, on est 0,8, 81, je dépasse 80%. Donc, il est important de faire avec l'exemple de garder juste une composante, un axe, le premier. Parce que déjà, 1,69 divisé par plus que 80%. C'est suffisant. Donc, on va faire le plan, on va sur une droite. Mais là, 50, 40, 30 et tout, non. Elle est faible. Une chose est sûre qu'elle est faible. D'accord, madame, j'ai bien compris. Tu es faible, l'analyse TAC, les habits à travers cette étude, elle ne va pas être adéquate, elle va être erronée, elle va être intéressante. D'accord. D'accord? Oui, Donc, madame. la série d'exercices, je vous de près, ou le TP, de visualiser le TP, vous allez voir. Mais les notions, bien sûr, parce qu'après, vous saurez quoi faire. Donc, c'est pour ça, alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès que nous par chaque, l'inertie portée par chaque axe. On est bien, on طلعوا. Ou la quinte faible, 40, 50, je suis obligée de faire le deuxième. Je n'ai 70, 75, 80 ou نمشي. D'accord? Oui, madame. D'accord, très bien. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. De base. C'est la qualité de critères de qualité de présentation. C'est la qualité de présentation dans les individus. C'est-à-dire comment des critères de présentation, qualité de présentation. Je fais la prochaine fois de près, mais je m'attends comme je connais Chaladje, c'est pour voir les idées. Parce que j'aimerais bien sur les axes, pour les variables, qui nous projeter, je fais quel est l'individu. Les critères de qualité, je fais quels sont parmi les individus, qui sont mieux présentés. Donc, les mieux présentés, ils ont un pourcentage, la projection est élevée. Comment on va la mesurer? Quel des qualités, quels des critères? C'est mon qualité de représentation. Un individu, il est mieux présenté par rapport à un autre. كيفاش نحسبوها بهاد les critères. Le critère, je préfère نشوفوا la prochaine fois بالعقل. Ça ne sert à rien que نعطيكم كلش على الجاي. D'accord? Il y a des critères de qualité. Donc, il y a des critères de présentation des individus, des critères de qualité pour voir parmi les individus lesquels qui sont mieux présentés, qui sont plus significatifs par rapport aux autres. Parce que avec la projection, vous remarquez bien dans tous les cas, regardez, dans tous les cas, ils dépendent des critères de CIJ. Vous savez, le CIJ, c'est la projection avec l'individu sur l'axe. CIJ, c'est la projection à l'individu et sur l'axe J. Donc, la qualité de la représentation des individus, bien sûr, elle dépend de la projection. Elle est très, très importante. C'est clair, un individu a une grande valeur, qui est la composante assez équilibrée, mais avec l'individu,
il est mieux présenté. Par contre, les CIG théoriques que nous sommes, il est faible. La qualité, elle est moins, elle est faible. D'accord. Hadou, j'aimerais bien les présenter la prochaine fois très de près. En même temps, je suis avec un exemple, je suis de près pour mieux comprendre. Ça, c'est rien comme. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Oui? Oui? D'accord. Donc, essayez de voir chez vous, revoir le cours et tout. Si vous avez des questions, vous le préparez pour la prochaine fois. Donc, on a essayé d'illustrer quelques idées. Donc, je vous les exercices ou les TP, vous allez mieux voir les choses. Mais on est obligé, vous remarquez bien qu'il y a beaucoup de notions qui sont liées surtout à la projection, à la présentation. Donc, il faut aller doucement. ما نقدروش ننتميو directement les exercices, les exemples, mais qu'on a des notions théoriques qui sont très, très importantes parce qu'à partir de ça, que vous puissiez répondre aux questions, aux exercices, même au TATP. Nous ne directement. Bien sûr, tout d'abord, on a comme des exercices sans corriger. On va essayer de faire les corrections. Et ce qu'on va faire, Inch'Allah, quand à partie corrigée, on explique le principe. Vous allez essayer de présenter ça au TP. D'accord? Parce qu'il il faut comprendre théoriquement, parce que l'examen, تحسبوا les valeurs propres, تحسبوا les composantes principales, تحسبوا les taux d'énergie, تحسبوا la qualité de la représentation des individus, تخرجوا un individu comment il se présente, de représentation. Donc, هذه لازم تعرفوها bien sûr, c'est obligatoire. Au TP pour illustrer les idées et interpréter de près, voir de près ce qui se passe. D'accord? Donc, il faut تعرفوا bien sûr je vous parle comme les étapes. Donc, on a comme les exercices. On va essayer de commencer. Vous allez commencer à travailler. Au même temps, on va dire l'application TP. Mais le calcul, c'est un peu très, très important. D'accord? C'est clair pour tout le monde? D'accord. S'il n'y a pas de... D'accord. OK. Bon, mais là, je vois aujourd'hui un taux d'absence élevé. Est-ce que c'est dans tous les modules ou là, en général, les étudiants se contentent des enregistrements des PDF, mais je crois que c'est important la présence parce que parfois, avec le suivi dans les enregistrements ou là, les PDF, ce n'est pas suffisant. Il y a une interaction, il y a une وشنو قبل دخلوا واش قلت j'ai pas compris قبل دخلوا 3.9 وشنو 3.9 x 3.9 étudiants واو معليش عليهم pourquoi non regarde ok d'accord donc essayez